Parce qu'il y a un accès piéton, c'est pas un trottoir, mais c'est un accès piéton protégé. Donc il y a quand même une solitude de passage qui sera mise en place au profit de monsieur et madame Marine. Donc l'avis des domaines, Donc l'avis des domaines était à 2450 € et la municipalité a mis un avis favorable à cette voie. Merci. Des questions? Pas des oppositions, des abstentions? Simon. Une cession en zone industrielle à M. Michel Mimi, 305 m² à 45 €. Voilà, soit un peu plus de 13 700 € hors taxe. Tout cela est conforme à la vie des données. Merci. Des questions? Oui, parce que lors de la dernière commission, on avait eu des doutes. Si déjà ce terrain allait être constructible et viabilisé, hein, et des fois on s'est posé une question sur l'avis des domaines qui est dans ce cas-là bien différent de la réalité du marché, tenant compte que le fait du terrain soit constructible ou pas. Si c'est pour être construit 45 € au mètre carré, on est tous très intéressés, quoi. Donc on aimerait bien savoir en quoi ce terrain, l'acquisition de ce terrain, en quoi son devenir, quoi. Il s'agit d'une bande tout d'abord qui fait 6 mètres de large. Donc en termes de construction sur ces parcelles, comme on dit, ça va être tendu. Par contre, effectivement, M. Mény est propriétaire du coude qui est juste à côté et ça va lui permettre effectivement de pouvoir construire un bâtiment sur la partie basse de ce coude. Derrière le petit bâtiment que vous avez juste devant, là, c'est le contrôle. Et de toute façon, ce montant, effectivement, l'avis des domaines a été rendu. Il est bien, effectivement, conforme à ce que nous proposions. Et ça correspond au prix devant les terrains en zone industrielle depuis déjà un certain temps. Voilà. C'est pas pour l'habitation personnelle. C'est pas pour l'habitation, c'est pour de l'artisanat. C'est intéressé, il n'y a plus qui peut acheter, parce que de toute façon, sur 6 mètres de large, rien n'est possible. Sauf si on a la parcelle à côté, ce qui est pas. Non, mais on avait simplement besoin de cette confirmation pour valider cette délibération. Vous doit ces explications. D'autres questions, points, des oppositions, des abstentions? Merci. Simon, participation, délibération numéro 1. Une délibération qui viendra permettre effectivement la signature d'un avenant de prorogation à la convention de participation au programme d'aide régionale au développement des petites entreprises du commerce et de l'artisanat avec point de vente. Depuis la loi NOTRe, les régions sont seules compétentes en ce qui est de l'économie et du versement d'aide au tissu économique. À travers cette convention qui a été signée depuis déjà plus d'un an, depuis novembre 2020, la commune du Gine avait reçu délégation pour effectivement pouvoir, elle aussi, verser des subventions à des professionnels sous réserve effectivement que la région les aide à avancer. Cet avenant va permettre de rallonger d'un an cette convention qu'il y a avec la région et qui se terminait donc en 1 décembre 2021. Le temps aussi pour la région de repenser ces dispositifs d'aide aux entreprises. Merci. Des questions? Vos points, des oppositions, des abstentions? Simon, pour un renouvellement de bail. Un renouvellement de bail concernant le site situé au lieu-dit La Tour, donc juste en dessous du château, où il y a effectivement de la radiodiffusion, une antenne. Un petit bâtiment d'une quinzaine de mètres carrés, une antenne de 20 mètres de haut environ. Depuis de nombreuses années, il y a un bail et il y a des baux successifs qui sont établis avec TDF pour la location de cette parcelle et l'utilisation de cette antenne pour accueillir des opérateurs. On arrivait en fin de bail, il convenait de renégocier effectivement, et le contexte économique, je dirais,
était plutôt favorable et nous a permis effectivement de rediscuter et de tomber d'accord avec la société TDF sur un bail de 20 ans avec effet rétroactif, donc démarrage rétroactif au 1er janvier 2021 pour 15 000 € par an. Merci. Ce qu'il rajoute, c'est un maximum de 20 ans. Vous êtes de la durée. Voilà. Donc au maximum 20 ans maintenant les délibérations. Des questions? Nouveau point, des oppositions, des abstentions. Très bien. Michel. Chez ITEC, j'ai tous reçu les documents qui étaient assez conséquents. J'ai essayé de faire une petite synthèse de tout ce qu'il y avait dans les documents. Donc, avoir vu introduit un nouveau modèle d'accession spéciale à la propriété, les organismes de foncier solidaire, OFS, pour offrir une alternative à la propriété privée du sol et réguler l'inflation des prix de l'immobilier en dissociant le foncier propriété de l'OFS et le bâti. Les OFS sont des organismes publiquement lucratifs et détiennent la propriété des terrains. Les propriétaires de logements en habitation principale ne détiennent que les murs et sont locataires de terrain au travers d'un bail amphithéotique rechargeable. Les futurs propriétaires doivent respecter les plafonds des revenus PSLA. Et puis l'acquisition est appelée au plafond du prix PSLA. Un logement note TVA autour de lui. Les conditions de revente du logement sont fixées dans le bail. En cas de vente, le nouvel acquéreur doit respecter le plafond de PSLA. Après, il y a la mise en œuvre du bail réel solidaire, PRS. La vente est conclue avec le constructeur de logement. Le bail peut être signé avec l'OFS. Pour conclure le BRS, il faut obligatoirement l'agrément préfectoral. Donc, les opérations de construction neuve, l'OFS achète le terrain, la construction est développée par l'opérateur, d'ailleurs social et promoteur. Le GIP, c'est un groupement d'intérêt public, publiquement lucratif, porte l'OFS, les membres fondateurs, aujourd'hui en réserve, permis du régime SNKV et ASSI. Des questions? Oui, effectivement, merci d'avoir envoyé, parce que c'est un dossier qui est effectivement très technique et qui est très prometteur. Mais du coup, il y avait quelques questions qui restaient. La première, c'est est-ce que, je ne me souviens plus de ce qui a été dit en commission, est-ce que l'agrément pour l'OFS, est-ce qu'il a déjà été déposé? Est-ce que vous l'avez déjà? Non. Alors, il faut le créer pour pouvoir... D'accord, il faut d'abord créer et après vous ferez la demande pour l'obtenir. D'accord. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que l'Assemblée du groupement d'intérêt public ne pourra se faire qu'une fois que vous aurez cet agrément-là, ou est-ce que le groupement d'intérêt public commencera déjà sa vie avant d'avoir l'agrément de l'organisme de foncier solidaire? En fait, va se faire en même temps et on n'est pas obligé d'attendre l'agrément de l'OFS. Est-ce que vous pourriez parler juste un peu plus près du micro? On n'est pas obligé d'attendre l'agrément pour avoir le GIP. Pour lancer le GIP, d'accord. Du coup, donc, dans les différents articles qui étaient présentés, il y avait notamment au niveau du personnel. Est-ce que vous savez déjà si ça permettra de créer des postes, ou est-ce qu'au sein des différents membres, il y aura suffisamment de personnel qui pourra être mis à disposition? Le GIP est créé justement pour pouvoir mutualiser du personnel et éviter que quand un personnel de la commune de Ville travaille éventuellement pour une petite partie de son temps, soit pour l'agglomération, soit pour la Seine-4V, soit pour la ville d'Albertville éventuellement, parce que ça arrive de temps en temps, on a des conventions à passer. On devrait, chaque fois qu'on a du personnel qui travaille pour une heure ou deux, passer des conventions délibérées et autres, là, tout le personnel va pouvoir travailler ensemble, si je puis dire. Donc on mutualise le personnel. Il est évident que l'évolution même de l'OFS et des opérations que l'on censées devrait amener entre la Seine-4V, les collectivités, l'agglo, les communes et autres, à créer de l'emploi. C'est évident. Aujourd'hui, on est qu'au démarrage de tout ça. On ne peut pas vous dire, oui, on va créer des emplois. En tout cas, c'est une mutualisation et c'est surtout une évolution pour le personnel des collectivités elles-mêmes, puisqu'ils vont pouvoir avoir des passerelles entre tous les organismes dans lesquels nous sommes présents. Il y avait aussi donc, des questions, notamment sur les... donc on voit, j'imagine que ça
ça correspond également à l'agent d'Arc-d'Isère qui occuperait le poste de directeur. Donc c'est précisé que ça serait un quart de son temps qui serait donc mis à disposition pour son rôle. Donc là c'est pareil, on dit dans un premier temps, comme c'est au démarrage, cette charge de travail occuperait simplement un quart de son temps, mais que potentiellement ça pourrait évoluer sur un plein temps. Ça peut éventuellement évoluer sur un plein temps ou pas, dans la mesure où il y a peut-être des compétences dans chacune, il y a sûrement des compétences dans chacune des collectivités, et que la direction du GIP reste très légère. Enfin, il n'y a pas un plein temps uniquement pour le GIP et l'OFS, ça me semble. C'est vrai que quand en tout cas, pas pour tout de suite. Que quand ces missions sont décrites, elles ont l'air quand même d'avoir une certaine responsabilité et d'avoir une certaine charge de travail. Donc du coup, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce que le directeur puisse... Oui, mais si vous voulez, dans l'organisation, dans nos propres organisations aujourd'hui, on voit bien, et c'est l'intérêt justement du GIP, c'est que des personnels peuvent être plus ou moins bloqués dans leur poste, ne voulant pas partir du territoire et tant mieux. Ça ouvre d'autres perspectives pour ces personnels-là, d'où qu'ils soient, c'est-à-dire. Et que le travail qui est fait actuellement entre les services de l'AGLO, les services de la CNCV, les services des deux villes, montre qu'il y a de très bonnes compétences et ça permet justement au personnel d'avoir des perspectives d'évolution de carrière. Alors, est-ce qu'après on aura un directeur uniquement pour le GIP? En tout cas, avant nos fins de mandat, ça m'étonnerait. Dans le futur, peut-être, en fonction du nombre d'opérations qu'on va faire comme ça. D'accord. Un dernier point sur le côté technique, là, dans les articles, qui a interpellé, c'est la question de la redevance qui est à payer donc, par les foyers qui auraient accès donc, via cet organisme de foncier solidaire. Donc du coup, qui fixe le montant de cette redevance? Parce qu'il y aurait déjà les charges d'entretien, les taxes locales à payer, plus les annuités d'emprunt. Et en plus, il y aurait cette redevance, et il est écrit que ça permettrait de couvrir les frais liés au fonctionnement du foncier et au fonctionnement de l'OFS. Donc voilà, qui fixe le montant de cette redevance? Est-ce que cette redevance est amenée à évoluer au fil des années? Et surtout, ce qui a interpellé, c'est si les ménages ont vocation effectivement à financer le fonctionnement de l'OFS dans un tel dispositif en fait. Oui, pour deux raisons. C'est pour ça que d'abord il y a mutualisation du personnel qui coûtera moins cher à tout le monde. Deuxièmement, je rappelle que dans le cadre d'un OFS, le terrain n'est pas acheté tout de suite, il est porté par l'OFS le temps d'heure. Et in fine, si vous voulez, quand on a le budget du GIP qui est la première année est de 50 000 €, si je ne me trompe pas, pour montrer qu'effectivement, c'est 50 000 €, mais c'est peu et c'est bon, et c'est beaucoup à la fois. 50 000 €, c'est une grosse somme, et sur l'ensemble des opérations, c'est simplement pour la montée en puissance de l'OFS et du GIP qui va faire tourner tout ça. Donc l'incidence pour chacun des foyers qui rentrent dans ce système d'OFS et donc du bail réel solidaire est relativement faible. Il y a des exemples en France, il n'y en a pas beaucoup, il y a des exemples en France. Il y en a un en Savoie maintenant, puisqu'il y a, c'est la Christ Habitat qui a ça. On parle de quelques euros, si je ne me trompe pas, c'est pas non plus voilà, c'est pas très important. Et ça, la maîtrise, elle sera des partenaires qui constituent cette opération-là. Donc moins on chargera le GIP, moins l'OFS aura, les futurs propriétaires auront à payer des charges, puisque ce serait supporté pour partie par les collectivités et les syndicats. Et du coup, c'est vrai que là, ce qui nous a interpellé, le dossier est trop technique, là, on pourra nous simplement s'abstenir parce qu'il y a vraiment trop d'éléments, même si sur le papier c'est très prometteur, et on prendra le soin d'en reparler avec vos services. Simplement, c'est vrai qu'en commission, là, la dernière fois, quand ce groupement d'intérêt public nous a été présenté, l'accent a vraiment été mis donc, sur cet organisme de foncier solidaire. Mais quand on lit la Constitution,
en fait, on se rend compte que le groupement d'intérêt public n'a pas que cette vocation. Elle a effectivement plusieurs objets. Et donc, du coup, là, voilà, on se demande quelle est la priorité, parce que la priorité n'est pas portée sur l'organisme du foncier solidaire, et nous, on avait vraiment cru comprendre, quand ça nous a été amené en commission, c'était l'accent fort de ce groupement d'intérêt public. Et on voit qu'en fait, ça couvre tout un tas d'aménagements. Donc, on est d'accord que ce groupement d'intérêt public, en tout cas, n'a pas une vocation prioritaire à l'accession sociale du foncier. Si, ça fait partie d'une de ses priorités, mais ce n'est pas la seule. La simple raison, c'est que pour les autres opérations qui pourraient être qui sont envisagées, on va rester prudent, va faire que ces opérations-là dans lesquelles il y aura mutualisation du personnel, cela va donner justement du sens, un, à la mutualisation, et deux, à diminuer le coût de fonctionnement même du GIP. Donc l'impact sur l'OFS indirectement. On est comme dans le cadre de la Seine. Les opérations publiques sont supportées par les opérations privées, qui fait qu'effectivement, dans les années qui viennent, on a les premiers éléments qui permettent de le démontrer, font que le coût du fonctionnement de la Seine diminue proportionnellement au profit uniquement du logement social. On est dans le même cas de figure ici. Pour d'autres, c'est pour ça qu'on a un statut, une définition plus large qui nous permettra de pouvoir faire fonctionner le GIP sur toutes les opérations éventuellement d'aménagement. Quand par exemple demain la Seine 4V va faire l'opération de réhabilitation du clos, on peut imaginer une intervention du GIP en fonction de ce qui sera décidé. Voilà. Si on était uniquement sur l'OFS, je ne pense pas qu'on passe en bail, en OFS, donc en portage foncier, le clos, puisqu'il appartient déjà à la Seine 4V. Donc voilà, il y a des possibilités qui feront qu'on va pouvoir mieux répartir les coûts, et encore une fois au profit de ce qui sera fait dans le cadre de l'OFS et du bail réel solidaire qui est attaché à l'OFS. Chacun des ménages. L'idée est de diminuer le coût au maximum de portage du foncier pour chacun des ménages qui peut accéder effectivement à cette possibilité-là, puisqu'on est quand même là aussi encadré par des loyers. Donc oui, c'est un peu complexe, c'est un peu... mais là aussi, on va avancer en marchant, il y aura des mises au point, il y aura etc. qui permettra de mieux intégrer la réalité du fonctionnement. D'accord. Et du coup, là, si on sort du côté technique avec les différents articles qui étaient présentés dans la Convention, juste sur la mise en place, en tout cas, et la réflexion de cet organisme, enfin, en tout cas du groupement d'intérêt public et puis après de l'OFS, en fait, on s'est interrogé, est-ce que dès le début, ce sont donc les interlocuteurs, l'Arvisère, Albertville, Ugine, la Seine 4V et la SAS qui étaient autour de la table, ou est-ce qu'il y a eu, alors je ne sais pas comment on appelle ça, un appel à projet, un appel d'offres, pour savoir s'il y avait d'autres organismes qui étaient intéressés par ce type de projet? Toutes les communes sont intéressées donc indirectement par la participation de l'agglomération. Il y a déjà les 39 communes. Et chaque commune a été sollicitée pour pouvoir venir et intégrer l'OFS à titre particulier comme on vous propose ce soir. Donc les deux communes principales, Albertville et Ugine, parce que notamment la mutualisation des services, c'est ici que ça commence. Et demain, les communes, alors le GIP, il faut bien entendre comme mutualisation de l'ensemble des services qui va nous permettre de pouvoir répondre à un certain nombre de demandes, tant pour l'agglo que pour la Seine, que pour toutes les communes de l'agglomération. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un peu plus large en statut, également. Voilà. Donc on peut imaginer qu'il y ait l'agglo et les 39 communes qui adhèrent de façon individuelle dans le temps. Voilà. Mais du coup, pour les membres, en dehors de l'agglo et des communes, sur les organismes sociaux, en fait, les bailleurs sociaux et autres, qui auraient pu être présents, du coup, est-ce qu'il y a une plus-value sur le choix de la SN4V et de la SAS? Est-ce que... Voilà. Parce que beaucoup d'opérations aujourd'hui sont engagées avec ces deux organismes-là
sur des opérations de logements sociaux et généralement d'opérations où on trouve une partie privée qui vient financer le logement social. Donc on a des opérations qui sont engagées dans des communes comme Cerblais, comme Notre-Dame de Bellecombe, comme les Millières, où effectivement, si Creveland, enfin Penaos, pardon, Penaos, je vais pas l'oublier parce qu'on a pas mal de demandes. Il y a Montion qui vient nous interroger aussi, puisque demain il y a une réunion à Montion. Donc effectivement, ce sont ces partenaires-là qui démarrent dans la mesure où, je rappelle qu'à la CNCADV, un des actionnaires, un actionnaire important, au-delà de la Caisse des dépôts, il y a l'OPAC de la Savoie qui est actionnaire à la CNCADV. Donc après, la répartition en fonction des projets se fait en bonne entente, notamment avec l'OPAC de la Savoie, qui représente aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 20% du parc social sur l'agglomération. Voilà. Donc, on travaille en bonne intelligence avec les communes et on essaye de répondre à leurs demandes qui sont toutes très spécifiques. Si je prends l'exemple de Penaos, ce sont 12 logements, dont 2 logements pour les saisonniers, qui vont être réalisés par une société qui va être montée entre CNCADV et la SAS. Le terrain est mis à disposition par la collectivité. De la même manière, à Notre-Dame de Bellecombe, le projet qui va être présenté aux opérateurs, à l'ensemble des partenaires économiques et en réunion publique au mois de janvier, ce sont 47 logements qui vont être situés au cœur de ville, au cœur commune, de Notre-Dame de Bellecombe. Le terrain est mis à disposition pour l'instant gratuitement à la CNCADV et à la SAS. Donc pourquoi on marie ces deux opérateurs? Tout simplement parce que en termes de portage ou en termes de construction ou en termes tout simplement d'engagement, ça nous permet d'être beaucoup plus souple. Et on est également associé dans une opération de logement social et une résidence senior à Albertville avec un promoteur privé. Et ce promoteur privé, on ne veut pas qu'il vienne, dans le GIP. Le GIP, comme vous le voyez, est réservé aux collectivités publiques qui gardent la main sur la destination de ce GIP et des besoins de mutualisation de services. On n'avait pas, enfin pour nous, on ne savait pas que la CNCADV et la SAS avaient vraiment une vocation en fait à cette accession sociale. On ne pensait pas que c'était le cœur de son activité, de leurs activités. Il y a aujourd'hui, si vous voulez, la CNCADV a l'agrément pour faire du logement social et à 4200 logements, si je ne me trompe pas, un peu plus, 4300 logements qui proviennent des deux ex-offices HLM d'Albertville et Lugine. Et effectivement, son rôle est bien développé du logement social, notamment, entre autres, en rénovation et ou en reconstruction, comme ça va être le cas à Contamine, qui est en démolition pour partie aujourd'hui, et en rénovation, comme ça va être le cas ici à Lugine sur l'ensemble du côté. Les études ont bien avancé et qu'on est au million de janvier, Michel, pour regarder ces choses. Donc les deux, la CNCADV qui regroupe les deux organismes maintenant, a deux parties, privatives et, je veux dire, publiques. C'est comme ça qu'on arrive à mutualiser les moyens et en même temps, les engagements, c'est de toute façon dans la constitution même de la CNCADV, il n'y a aucune distribution de dividendes. Tous les résultats sont basculés sur le logement social. C'est à peu près le même principe. Là, ça permet d'agréer, dans le bon sens du terme, l'agrégation, des opérateurs qui travaillent pour le compte des collectivités et du personnel qui va pouvoir effectivement intervenir parce qu'on a des compétences multiples dans toutes les collectivités. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, alors là, ça nous a été remonté également, juste sur un plan, on va dire, juridique. Est-ce que, du coup, sur la question d'un conflit d'intérêts, est-ce que ça pose un problème pour la construction de ce groupement d'intérêt public ou pas? Sur un plan juridique, par rapport au conflit d'intérêts, par rapport au choix de la CNCADV et du SAS,
de vos positions respectives de certains élus et de vous-même. Est-ce qu'il y a un problème sur montage de ce projet-là? Non, parce que je rappelle que nous sommes désignés par nos collectivités de rattachement, donc nous n'avons pas de profil d'intégration. Eh bien, merci beaucoup. On passe au vote. Donc, des oppositions, des abstentions, 3 abstentions, merci. Emmanuel. Oui, c'est une motion de soutien aux professionnels médicaux sociaux du handicap. Je vous ai fait lecture il y a une semaine, 15 jours, on est dans la commission, donc je vais aller un peu l'essentiel. Le secteur médico-social connaît aujourd'hui en France une crise profonde mettant en péril l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Par cette motion, nous alertons et interpellons le gouvernement et les pouvoirs publics sur la dégradation de l'accompagnement quotidien des personnes en situation de handicap. Je rappelle juste que ça concerne 25 000 établissements des secteurs sanitaires, social et médico-social. Et en guise de conclusion, je donnerai juste un exemple qui est sur le département de la Haute-Savoie. Il y a 150 personnes handicapées qui sont hébergées dans les foyers du pays, qui ont dû retourner chez leurs proches, car 125 postes sont vacants. Pour ne citer que cet exemple-là. Merci Manu. Des précisions, quand j'ai eu le texte, donc on rajoute une précision. Des oppositions, des abstentions. Merci. Le vote du jour est terminé. Des interventions. Je n'en vois pas. Bonne fête de fin d'année malgré